Ok, on veut créer une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Que des personnes aient une sorte de portefeuille avec leur argent dessus, qu'ils puissent le transférer à une autre, et c'est à peu près tout. Ça n'a pas l'air si compliqué. Ouais, parce que pour y arriver, on imagine une architecture avec une entité de confiance, la banque. Et là, c'est effectivement trivial. Cette dernière a une base de données avec chaque utilisateur. Elle peut donc facilement vérifier son solde, voir qu'il a assez d'argent pour faire la transaction, vérifier que c'est lui avec un mot de passe, puis changer les soldes correspondants. C'est littéralement des selects et des updates. Tu sais faire ça après 1 mois de cours d'informatique. Mais le Bitcoin voit ça comme une faiblesse. Cette unité centrale doit être extrêmement robuste. Si elle échoue, tu dis adieu à ton argent. Alors Bitcoin a décidé de supprimer cette dépendance de l'architecture. Et là, le problème se complexifie énormément. Comment permettre un acte qui exige une confiance absolue dans un système où tu ne peux faire confiance à rien? Ça semble impossible. Et c'est là que la beauté des mathématiques entre en scène. C'est en elles qu'on va placer notre confiance. La première étape, c'est de reproduire cette base de données. On a bien besoin de stocker qui a de l'argent, en donne, en reçoit, et la première question est simple. Quelles sont les infos qu'il faut stocker? La réponse est beaucoup plus courte que prévu, les transactions. Et c'est tout. Tout le reste peut en découler. Ici, je peux vite savoir combien de Bitcoin possède Bob. Je prends toutes les transactions associées à lui, un petit calcul, et hop, et de là, s'il décide de faire une nouvelle transaction, je peux voir s'il a assez de fonds pour. Mais maintenant, ces transactions, il nous faut bien les stocker quelque part. Sauf qu'on n'a plus de serveur. Mais alors, on les met où? Eh bien, chez tout le monde. On utilise ce qu'on appelle un modèle pair à pair. Dans ce modèle, chaque client va se retrouver connecté à plusieurs de ses compères, chacun formant un nœud dans ce réseau. L'idée, c'est qu'ils stockeront tous une copie de la liste des transactions. Et quand une personne souhaite en faire une nouvelle, elle l'annonce et demande à l'ajouter à la liste. La nouvelle se répand à ses voisins, qui informent leurs voisins, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit à jour. Plaçons-nous dans la peau d'un ordi qui souhaiterait rejoindre le réseau. Et codons ça plus précisément. La première étape, c'est d'ouvrir et d'écouter le port 8333. En faisant ça, dès qu'un ordi externe tente de nous contacter via notre IP en indiquant ce port-là, son message sera transmis à notre code qui pourra alors le lire. Mais avant de recevoir et d'envoyer des messages aux autres nœuds, on a besoin d'en trouver. Là, on est un peu seul. Pour ce faire, le moyen le plus rapide, c'est d'utiliser des DNS seeds. Ce sont des serveurs connus par la communauté qui maintiennent une liste d'IP de nœuds actifs qui sont dans le réseau Bitcoin. On peut donc en contacter plusieurs et demander des IP de nœuds aléatoires qui devraient être actifs. Une fois récupérés, il est temps de les contacter en utilisant leur IP et en indiquant le fameux port 8333. Mais attention, on peut pas dire n'importe quoi. Le langage est standardisé, précis. Si tu le respectes pas, tu te feras ignorer. Ton message doit commencer par ce qu'on appelle un magic byte de 4 octets qui indique le réseau auquel tu veux participer. Cette valeur, par exemple, c'est pour dire que tu veux être sur le réseau Bitcoin principal, parce qu'il y a aussi des réseaux pour faire des tests, par exemple. Ensuite, tu indiques la commande que tu veux exécuter. Il y en a un petit tas, on en verra quelques-unes. Et cette commande va nécessiter un payload, c'est-à-dire les infos correspondantes à ce qu'on demande ou ce qu'on veut transmettre. Par exemple, cette commande, c'est pour envoyer une transaction. Donc dans le payload, je mets les infos concernant cette transaction. Une fois qu'on a le payload, on rajoute sa taille et on calcule un checksum. Bon, tout ça vous a fait un peu, c'est pour s'assurer de l'intégrité de ton message. Et c'est bon, le message peut être envoyé. Ok, on s'est parlé, mais quels seront nos premiers mots? Version. La commande version. On va l'envoyer aux nœuds qu'on a récupérés pour leur demander si on peut devenir partenaire et dealer du Bitcoin. Le tout en leur précisant notamment la version du code de Bitcoin qu'on utilise. Ils nous répondent avec leur version et la commande vers hack. Ensuite, on renvoie nous aussi vers hack pour affirmer qu'on a tout eu et que tout est bon. Et on est désormais connecté. Tu peux le faire avec jusqu'à 8 nœuds. Plus qu'à leur demander de nous transmettre toutes les transactions connues pour qu'on ait notre propre copie de cette immense liste partagée. On a fait ce qu'on appelle un nœud complet. Je peux maintenant également annoncer que je suis Bob et que je veux faire une transaction avec Alice et demander une modification de la liste. Cette architecture qu'on vient de créer est absolument incensurable par un gouvernement. Dans le modèle serveur-client vu au tout début, il y aurait juste à détruire le serveur, foutre en prison ses gérants et tu dis adieu à Bitcoin. Dans notre modèle, il y a des milliers de nodes partout dans le monde. T'en détruis un, ça change rien. Mais il y a 2 gros inconvénients que tu as dû noter. Déjà, tout le monde connaît toutes les transactions. Il y a une transparence absolue. Tout le monde a vu que Bob est un énorme simp. Ça ressemble à un rêve érotique d'un employé du fisc quand même. Mais pourtant, il y a des criminels qui utilisent Bitcoin. Exactement.
Là, j'ai simplifié en mettant des noms. Mais en fait, tout est pseudonyme. On en reparlera. Deuxième problème, les nœuds peuvent raconter n'importe quoi. Qui te dit que c'est bien Bob qui annonce vouloir donner de l'argent à Alice? Peut-être que c'est Alice qui a dit ça et que Bob, il est pas du tout d'accord. Ce qu'il nous faut, c'est pouvoir vérifier ce qu'un nœud annonce. Si on voit qu'il est malhonnête, on l'ignore. Et comme ça, notre réseau se mettra d'accord sur une liste de transactions en laquelle on peut avoir confiance. Confiance. Vous savez ce que ça veut dire si vous avez suivi. Il est temps de faire des maths. C'est elles qui permettent ces vérifications. Ce qu'on veut, c'est que Bob puisse ajouter une signature à cette transaction pour prouver que c'était bien lui. Mais ça suffit pas, parce que si je te fais une signature sur un chèque, tu peux ajouter un 0 au montant. Il faut aussi prouver que la transaction n'a pas été altérée entre-temps. Ce problème peut être résolu avec le domaine mathématique de la cryptographie, d'où le nom de crypto-monnaie. Le plus gros obstacle, c'est qu'on ne connaît pas Bob. On ne peut pas échanger avec lui transmettre des codes de cartes qu'on peut vérifier ou que sais-je. Ce qui serait intéressant, ce serait de trouver un problème mathématique qui serait construit à partir des infos de la transaction. Un problème que seul Bob pourrait résoudre, grâce à un secret qu'il garderait privé. Ensuite, Bob publierait la solution, tout le monde pourrait facilement la vérifier, mais personne ne pourrait reproduire la résolution car personne d'autre ne connaît ce secret privé. Ça prouverait que Bob est bien celui qui a demandé la transaction et que la transaction n'a pas été altérée vu qu'elle fait partie du problème. Si tu la changes, la solution de Bob ne serait plus exacte. Ce problème mathématique qu'on cherche, Bitcoin l'a construit grâce aux courbes elliptiques. Une courbe elliptique est définie par cette équation. Et voilà à quoi elle peut ressembler. On voit donc tous les points pour lesquels cette équation est exacte. Dans le cas de Bitcoin, on utilise cette version, définie par cette équation. Ces courbes possèdent toutes une propriété mathématique très intéressante. Pour additionner deux points de la courbe, il suffit de tracer la droite qui les relie, aller à l'endroit où cette nouvelle droite recroise la courbe, puis prendre sa symétrie par rapport à l'axe horizontal. Cette technique, on peut aussi l'appliquer pour additionner un point à lui-même. La droite sera alors la tangente, on recroise la courbe, puis on fait la symétrie et on obtient 2A. Appelons ce nouveau point P. Et là, tu te demandes, et alors ? Eh bien, additionner un point à lui-même, c'est très simple. Mais faire le chemin inverse est impossible. Si je te donne juste P et que je te demande de trouver combien de fois j'ai additionné A à lui-même pour l'obtenir, tu n'as aucun moyen simple d'y arriver. Bah si, t'es con ou quoi? Suffit de diviser P par A et basta. Sauf que non, c'est pas une multiplication qu'on a fait. On a fait tout ça. Ça n'a rien à voir. Et c'est même pas des nombres A et P. Ce sont des points sur une courbe. Les divisions n'existent pas là. Ton seul moyen de retrouver l'inconnu, c'est de repartir de zéro. De prendre A, l'additionner à lui-même et vérifier si tu as le bon résultat. Bon alors là c'est simple car l'inconnu qu'on va appeler E valait 2, mais quand cette inconnue est plus grande, quelque chose de très intéressant va se passer. Si je décide que je veux calculer 8 fois A, on peut être malin et y arriver beaucoup plus rapidement. Je commence par faire A plus A, ça me donne 2A. Mais au lieu de faire 2A plus A, je fais 2A plus 2A pour direct avoir 4A. Puis 4A plus 4A pour obtenir 8 fois A. Je l'ai eu en 3 étapes. Mais si toi, tu sais pas par avance que je veux calculer 8 fois A, tu peux pas utiliser cette astuce. Tu es obligé de faire A plus A 8 fois, 8 étapes. Si je décide de faire 100 fois A, je te le fais en 8 étapes. Toi, en 100 étapes. Et si le nombre est immense, ma méthode me permet d'arriver à le calculer ultra rapidement. Mais toi, t'y arriveras jamais. Il y a trop d'étapes. Même pour un ordi surpuissant, ça te prendrait des trillions d'années. On a trouvé notre problème, qui porte d'ailleurs un nom. C'est le problème du logarithme discret. Donc ce que fait Bitcoin, c'est qu'il choisit arbitrairement un point G sur la courbe qu'on appelle générateur. Tout le monde partira de ce point. Ensuite, Bob choisit aléatoirement un nombre gigantesque qui sera sa clé secrète. On la note petit e. Il calcule rapidement petit e fois G et il obtient un résultat qu'on note grand P, car c'est un point et qui correspond à la clé publique de Bob. On a un problème dont on peut donner la réponse publiquement que seul Bob peut réussir à résoudre car il est le seul à avoir la clé secrète. Et impossible de la deviner depuis la clé publique car comme on l'a vu, faire le chemin inverse est impossible. On y est presque. Il faut qu'on ajoute la transaction qu'on veut sécuriser dans ce bordel pour s'assurer que personne l'a modifié. Premier souci, c'est pas un nombre, c'est du texte. Bah ça en fait, ton ordi, il s'en fout. Un nombre, il le voit comme ça, un texte, il le voit comme ça. Mais on va utiliser une fonction qui s'appelle H256 et qui permet, en gros, de prendre ce que tu veux en entrée et il t'en ressort un nombre unique de 256 bits. Si tu changes la transaction, ce sera plus le même nombre. Maintenant, il faut trouver un problème qui utilise ce nombre, qu'on nommera Z, notre clé privée et notre clé publique qu'on a vu avant. Pour ça, Bob peut sélectionner un nouveau nombre aléatoire qu'on nommera K.
Il fait le calcul K fois G, comme avec E, ça donne le point grand R comme résultat. Mais on s'intéressera qu'à la coordonnée X de ce point, qu'on nommera petit r. Le problème qu'on va résoudre, c'est trouver un nombre S tel que K fois G est égal à Z divisé par S fois G, plus R divisé par S fois P. Et cette équation, il n'y a que Bob qui peut la résoudre, car lui peut remplacer P par E fois G, vu qu'il connaît E. On vire les G, il ne reste plus que K est égal à Z divisé par S plus RE divisé par S, et donc S est égal à ça. Et pour ceux qui se demandent, oui, là on peut bien faire des divisions, car toutes les variables en minuscules sont des nombres. Donc l'arithmétique classique fonctionne. On a résolu ce problème et trouvé S. Et pour trouver ce S, on est obligé de connaître la clé privée E. Donc seul Bob peut résoudre ce problème dans lequel il y a sa clé privée pour prouver que c'est lui et le hash de la transaction pour prouver qu'elle n'a pas été altérée. C'est exactement ce qu'on voulait. Bob transmet P, R et S au réseau Bitcoin, le hash Z peut être recalculé et avec ça, un nœud peut vérifier le résultat. Si la coordonnée X qu'on obtient en calculant l'équation initiale est égale au petit r transmis par Bob, c'est bon. On peut faire confiance à la transaction associée. Elle est maintenant signée. Alors avant de finir, il faut qu'on règle deux petits soucis. Pour l'instant, on fait tout ça sur une courbe elliptique d'entiers réels. Sauf que parmi les nombres réels, il peut y avoir des nombres irrationnels, comme pi par exemple, qui sont infinis. Donc si on tombe dessus, il faudrait les approximer. Et ça va foutre le bordel. Faut les virer. Ensuite, on peut avoir des nombres infiniment grands. Et pour les stocker, ça pose problème. La solution, c'est d'au lieu de se placer sur les réels, on se place dans un corps fini qui contient tous les entiers de 0 jusqu'à ce nombre-là. Alors pourquoi lui? Parce que ça nous permet d'avoir un nombre de 256 bits maximum, et le reste c'est pour tomber sur un nombre premier. Parce qu'on kiffe les nombres premiers en maths. Du coup, les nombres chelous comme pi, ils n'existent plus. Et une autre propriété d'un corps fini, c'est que si on fait un calcul et que le résultat est trop grand, déborde, eh bien ça se passe comme pour le calcul des minutes. Par exemple, si tu fais 50 minutes plus 20 minutes, ça te donne 10 minutes. On reprend de 0. Pareil, chez le corps fini, c'est des calculs modulo. Si on a un nombre qui devient trop grand, ça repart de 0 et il revient dans nos limites. Ça nous donne une courbe qui est en fait un nuage de points. Alors ouais, ça ressemble pas trop à ce qu'on avait avant, mais tout est pareil. On est juste maintenant dans des conditions où on est sûr que tout va bien se passer et qu'il n'y a aucune faille de sécurité. Récapitulons rapidement. Bob peut choisir une clé privée, à partir de laquelle il dérive une clé publique. Grâce à cette clé privée, il peut résoudre une équation mathématique dans laquelle est placée la transaction qu'il souhaite faire. La solution comporte deux nombres. Bob les fournit au nœud du réseau avec sa transaction et sa clé publique. Ces informations sont suffisantes pour vérifier que l'équation a été résolue et que donc Bob souhaite bien faire cette transaction. Au final, pour identifier Bob, on s'en fout de son nom. Ce qu'il identifie, c'est sa clé publique, qui est mathématiquement liée à une unique clé privée. Quand on fait une transaction, on indique donc deux clés publiques, celle de l'envoyeur et du receveur. On en revient à ce qu'on disait plus tôt. Toutes les transactions sont visibles, mais tout est pseudonyme, parce que c'est juste une clé, un numéro. Par contre, si quelqu'un sait que c'est ta clé publique, d'un coup, on connaîtrait toutes tes transactions. C'est pas ouf ça. Mais le Bitcoin est designé pour que ce soit facilement contrable. En effet, tu peux créer autant de paires clés privées, clés publiques que tu le souhaites. À chaque fois que tu fais une transaction quelconque, t'en crées une nouvelle, juste pour cette transaction. Et là, tu deviens invisible. T'as juste à bien noter chaque paire quelque part. Mais cette astuce pose un nouveau problème. Si tu as plusieurs clés sur lesquelles tu mets des bitcoins, ça devient impossible pour les autres nœuds de déterminer combien tu as de bitcoins en tout. Parce qu'ils en savent rien, eux, que toutes ces clés t'appartiennent. C'est donc à toi d'indiquer d'où tu sors tes fonds pour effectuer une transaction. Il faut qu'on modifie notre structure actuelle pour le permettre. Si Bob veut filer 10 bitcoins à Alice, c'est un sacré sim quand même. Avant, on écrivait juste la clé publique de Bob, celle d'Alice, le montant et la petite signature de Bob pour approuver. Ça peut plus marcher. On va rajouter tous ces détails supplémentaires. Dans la section Input, Bob doit indiquer des transactions qu'il a reçues pour prouver qu'il a assez de bitcoins pour bien payer Alice. Par exemple, il va prendre cette transaction dans laquelle il a reçu 2 bitcoins sur une première clé publique, celle-ci où il en a reçu 3 sur une autre clé et celle-là où il a reçu 6 bitcoins sur une troisième clé. Le montant est supérieur à 10, on a assez de fonds, pas besoin d'indiquer plus de transactions liées à Bob. Pour chacune de ces transactions, il doit prouver que c'est bien ses bitcoins avec sa signature en utilisant la clé privée associée à chaque clé publique utilisée. Donc il doit ajouter 3 signatures dans un champ qu'on appelle Witness, qui permet de prouver que tu as le droit d'utiliser ces fonds. Ok, maintenant on veut indiquer à qui on envoie des bitcoins et combien, car on peut en envoyer à plusieurs personnes en même temps. Ça se fait via le champ
output. Bob va mettre la clé publique d'Alice, le montant qu'il souhaite lui transférer, donc 10 bitcoins, et aussi une condition pour débloquer ses fonds qu'on appelle le script pub key. Généralement, la condition, c'est la signature d'Alice. Donc dès qu'elle veut utiliser ses fonds, elle doit signer avec la bonne clé privée. Mais Bitcoin est très permissif. Admettons que Bob soit le père d'Alice. Il peut peut-être avoir envie qu'Alice ait également besoin de sa signature pour dépenser ses sous qu'il vient de lui donner. Et cette condition, que l'envoyeur choisit, comme son nom l'indique, c'est un script. Tu peux en écrire un personnalisé si tu veux, mais c'est à tes risques et périls. Bon, on a apporté 11 bitcoins en input, mais on n'en a dépensé que 10. Et ça passe pas. Il faut obligatoirement dépenser toutes les inputs. Alors ce que fait Bob, c'est qu'il se renvoie à lui-même le reste. Tout simplement. Ok, dernier champ intéressant qu'on a ajouté, c'est le lock time. Il permet de demander à ce que cette transaction soit effective que dans un certain temps, par exemple dans une semaine. Et là, c'est tout bon. Bob envoie ça au réseau qui pourra vérifier que tout est bon. Ils vont voir que la signature est correcte pour chaque transaction et ils vont aussi vérifier que chaque transaction indiquée en input n'a pas déjà été dépensée par Bob. Parce que ouais, il aurait pu les utiliser dans une précédente transaction. Pour faire cela, tous les nœuds maintiennent une base de données dans laquelle ils notent ce qu'on appelle les UTXO. Un UTXO, c'est un output d'une transaction qui n'a pas été dépensée. Le nœud parcourt les inputs de Bob et pour chacun, regarde si le UTXO associé est dans la base. Si c'est le cas, on le vire pour dire qu'il a été dépensé et la transaction de Bob est acceptée. Si c'est pas le cas, on ignore la transaction de ce clochard. Et là, on est pas mal, hein? On a réussi? Non, il y a un problème. Pas du calme, c'est le dernier. Mais le plus compliqué. C'est le problème qui a hanté des chercheurs en cryptographie pendant 20 années. Pendant 20 ans, on essayait de faire cette crypto-monnaie. 20 ans qu'on échoue à cette étape. Puis de nulle part, en 2008, t'as un gars avec comme pseudo Satoshi Nakamoto qui lâche un papier de recherche pour expliquer comment résoudre ce problème. Dans ce papier de seulement 9 pages, il a créé Bitcoin et résolu ce problème fondamental. Alors quel est-il et quelle est la solution de Satoshi? C'est le problème du double spending. Si Bob est malicieux, il peut envoyer sa transaction à 2 personnes différentes en utilisant les mêmes inputs au même moment et les envoyer à 2 nœuds différents. Ce qui ferait qu'il dépenserait 2 fois les inputs, ce qui ne devrait pas être accepté. Mais ce nœud, il voit que cette transaction. Il la valide, il sait pas qu'il y en a une autre au même moment. Pareil pour cet autre nœud, il valide et ils envoient ça au reste du réseau jusqu'au moment où ça foire. Et là, tout est ruiné. On ne sait plus quelle liste de transactions utiliser. Celle-ci ou celle-là? Aucune idée. Tout s'écroule car on n'a aucun moyen de choisir. Le réseau ne suit plus les mêmes transactions. C'est là qu'intervient l'idée de Satoshi. La preuve par le travail, le proof of work. Chaque nœud va constituer ce qu'on appelle un mempool, dans lequel toutes les demandes de transactions qu'il reçoit seront placées et validées par lui. Elles diffèrent d'un bloc à l'autre. Et comme ces transactions sont toutes sur un même nœud, il n'y a pas le problème du double spending. Toutes les 10 minutes, on voudrait sélectionner un bloc de transactions d'un mempool et ce bloc serait unanimement accepté par tout le réseau. Donc au final, on n'aurait plus une liste de transactions, mais une liste de blocs de transactions, une chaîne de blocs, une blockchain. La grande question est comment on choisit le bloc parmi tous ceux possibles et comment on fait pour se mettre d'accord sur les 10 minutes en faisant une course algorithmique. Plaçons-nous au moment où un nœud a terminé premier de cette fameuse course, son bloc est répandu dans le réseau et accepté. Et dès qu'un nœud reçoit ce bloc, s'il est valide, c'est le signal de départ de la course pour faire le bloc suivant. Le nœud commence par regarder sa mempool et prend autant de transactions non traitées que possible pour construire un bloc. Et oui, il y a une taille limite, donc certaines transactions devront attendre. On y reviendra. En parallèle, le nœud va tenter de résoudre un casse-tête mathématique basé sur l'aléatoire, dont on reparlera dans un instant. Dès qu'un nœud trouve une solution, il peut la partager avec son bloc. Les autres nœuds vérifient tout ça, le bloc est accepté et ajouté à la blockchain et la course recommence. Et si jamais, par hasard, 2 nœuds terminent en même temps la course, on aurait 2 versions de la blockchain qui se diffuseraient. Le même problème qu'on voulait résoudre. Sauf que là, c'est pas grave. La course reprendrait et un bloc sera ajouté à une des 2 versions et transmise au réseau. Et les nœuds prennent automatiquement la version de la blockchain où il y a le plus de blocs, où il y a le plus de preuves de travail. Donc ceux qui étaient en désaccord lâcheraient l'affaire et accepteraient l'autre version. Bon. Parlons du casse-tête. On veut qu'il contienne notre bloc et le bloc précédent pour prouver qu'on a démarré la course quand on l'a reçu. Comme avant, on utilise hash 256. On prend le header de notre bloc dans lequel on ajoute le hash du bloc précédent. Et la fonction nous sort un nombre qui est donc lié aux 2 blocs, comme voulu. Le problème à résoudre consiste à trouver un nombre, appelé nonce, tel que lorsqu'on l'ajoute à ce hash, puis qu'on hash une nouvelle fois le tout, le résultat commence par un certain nombre de 0. Et le seul moyen de trouver, c'est de tester des nonces aléatoirement. Un tas de nonces. Quand on en trouve un valide, on file le nonce et le bloc qu'on veut créer au nœud, et de là, c'est facile de vérifier notre solution.
Deux choses influent le temps de résolution de ce casse-tête. Le nombre de zéros à avoir dans la cible, plus il y en a, plus trouver une solution sera dur, et le nombre de nœuds qui participent. Plus le nombre est grand, plus on a de chances de trouver. On peut influencer que sur le nombre de zéros, donc c'est ce que fait Bitcoin s'il voit que la résolution prend trop ou pas assez de temps. L'objectif étant 10 minutes par bloc. Si je veux gagner cette course, il me faut de la chance, mais aussi un bon matos pour faire un max de tentatives à la seconde. Et je paye l'électricité aussi. Sauf que pour l'instant, je fais du bénévolat. Il faut donc rajouter une dernière chose, une récompense pour ceux qui fournissent ce travail, que ce soit lucratif. Deux méthodes pour cela. Tu te rappelles, je te disais que pas toutes les transactions d'une même pool pouvaient être ajoutées au bloc. Donc le nœud doit sélectionner des transactions. Et comment on fait pour être sélectionné en premier? En offrant un frais de transaction à celui qui crée le bloc, qui est indiqué et calculé en fonction de ce qui reste quand on soustrait les inputs des outputs de la transaction. Plus notre offre est élevée, plus vite on sera pris. Deuxième méthode de rémunération, le Coinbase. On va donner une récompense pour le nœud qui a réussi à créer un bloc. C'est comme ça que Bitcoin gère la création monétaire. Nos billets de banque, ils sont imprimés, l'or, il est miné, et le Bitcoin, il est créé lorsqu'un bloc est ajouté. En tout, il y aura 21 millions de Bitcoin créés, pas un seul de plus. Pas d'inflation. D'ici 2140, il n'y aura plus de récompenses pour les mineurs. Il n'y aura que les frais de transaction. D'ici là, les récompenses sont diminuées de moitié tous les 210 000 blocs. Et avec ces deux incitations, ça motive les gens à maintenir le réseau Bitcoin qu'on vient tout juste de recréer de zéro. Dernier point, là on dirait que c'est ultra technique, mais avoir du Bitcoin, c'est simple, ça se fait en 2 clics. Si t'es complètement parano, tu crées toi-même ta clé privée et publique et tu notes ça sur un paper wallet. Et là, tu te démerdes complètement. Tu peux aussi acheter des cold wallets, des espèces de clés USB où seront stockées automatiquement toutes tes clés privées et publiques que tu utiliseras. Mais si tu perds ton mot de passe pour débloquer ton cold wallet, tu dis adieu à tout ton argent. Donc si tu te fais pas trop confiance avec cette responsabilité, que tu veux un service après-vente et une simplicité d'utilisation imbattable, t'as les exchanges. Ils vont garder tes clés privées pour toi. Tu n'y as même pas accès et ton argent est en fait lié à un compte que tu as chez eux. Alors ouais, c'est sympa, mais comme dit, tu ne détiens plus tes clés. Elles appartiennent à l'exchange auquel tu dois faire confiance. Donc du jour au lendemain, ils peuvent très bien t'enlever toutes tes cryptos. Et le scandale autour de FTX nous montre que c'est une possibilité bien réelle. Mais il existe une alternative, une sorte d'hybride qui permet d'avoir les avantages de ces plateformes en termes de simplicité d'utilisation tout en ayant une sécurité accrue comme sur un cold wallet. Cette alternative, c'est des blocs. Déjà, c'est français et régulé par l'AMF et l'ACPR. Ils ont mis en place un système qui fait qu'ils ne connaissent pas ta clé privée via une architecture MPC. Même si des blocs disparaissaient, tu pourrais toujours accéder à tes cryptos. Leur proposition de valeur est simple. Utiliser les cryptos pour maximiser ton épargne. Tu peux acheter, vendre, déposer et retirer tes cryptos depuis ton compte courant en self-custody avec des frais minimes, sans limite et en 3 clics. Ils ont aussi récemment lancé le produit Coffre qui te permet de générer jusqu'à 6% de rendement avec tes euros en 2 clics grâce à la DeFi. Avec tout cela, tu as aussi un compte courant classique. Avec un IBAN français, tu peux recevoir ton salaire dessus et directement convertir une partie en crypto sans aucun frais. Ça, c'est fort pour investir petit à petit. Puis évidemment, tu peux faire des virements instantanés gratuits, tu as un support en français et des cartes Visa Premium et même une carte métal LED absolument incroyable. Teste tout ça avec le lien en description. L'ouverture du compte est gratuite et utilise le code Victor3 pour tester leur abonnement premium pendant 3 mois. Tu auras 66% de réduction sur tous les frais et une carte premium gratuite. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous abonner également à ma chaîne secondaire pour encore plus de contenu et à me suivre sur les réseaux sociaux, Insta, X, tout ça. À la prochaine.